Marie ajusta sa robe noire pour la 3e fois en regardant le miroir de l'entrée. À 28 ans, elle avait appris à cacher sa nervosité derrière un sourire poli, mais ce soir était différent. Ce soir, toute la famille se réunissait pour célébrer la promotion d'Alexandre au poste de futur directeur général de l'entreprise familiale. Le salon brillait de mille feux. Sa mère avait sorti la vaisselle en porcelaine héritée de sa grand-mère, et des bougies parfumées créaient une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la froideur habituelle de cette maison. Les oncles, tantes et cousins étaient déjà installés autour de la grande table en acajou, leur rire résonnant dans la pièce. Alexandre, 30 ans, rayonnait dans son costume sur mesure. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés et son sourire confiant attiraient naturellement tous les regards. Il racontait déjà ses projets d'expansion pour l'entreprise, gesticulant avec passion. Marie l'observait depuis le seuil, sentant cette familière sensation d'être invisible. Son père leva son verre de champagne, et le silence se fit progressivement. « Mes chers amis, ma famille » Sa voix porta dans toute la pièce. « Aujourd'hui marque un tournant historique pour notre entreprise. Mon fils Alexandre a prouvé qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour nous mener vers l'avenir. » Les applaudissements éclatèrent. Marie applaudit mécaniquement, le sourire figé sur ses lèvres. Son père continua, les yeux brillants de fierté en regardant Alexandre. Alexandre incarne tout ce qu'un père peut espérer d'un fils. Intelligence, détermination, vision. Il marqua une pause, son regard glissant brièvement vers Marie. Contrairement à d'autres qui préfèrent rêver plutôt que d'agir. Un silence gêné s'installa. Marie sentit ses joues s'enflammer. Son oncle Paul toussa discrètement, tandis que sa tante Marguerite fixait son assiette. Puis son père prononça les mots qui la brisèrent définitivement. « Tu es une honte pour cette famille, une ratée. Ton frère est le seul fils dont je sois fière. » Les mots claquèrent comme une gifle dans le silence absolu. Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Autour de la table, personne n'osait respirer. Sa mère acquiesça d'un hochement de tête froid, comme pour approuver cette sentence cruelle. 28 ans de rejet, d'humiliation subtile et de comparaison constante venaient de culminer en cette phrase assassine, devant toute la famille réunie. Marie voulut parler, se défendre, mais aucun son ne sortit de sa gorge. C'est alors que son grand-père, habituellement silencieux lors de ces réunions, se leva lentement. Ses 80 ans n'avaient pas entamé sa prestance, et quand il frappa la table de son poing, le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Alors, il est temps que tout le monde connaisse la vérité sur cette famille. Sa voix tremblait de colère contenue. Tous les regards se tournèrent vers lui, stupéfaits. Dans ses yeux bleus délavés par l'âge brillait une détermination farouche que Marie ne lui avait jamais vue. Son père pâlit instantanément. « Papa, ce n'est ni le lieu ni le moment pour... » « Silence !» rugit le vieil homme. L'autorité naturelle du patriarche fit taire immédiatement son fils. Le grand-père posa son regard sur Marie, et elle y lut une tendresse infinie mêlée à une profonde culpabilité. Cet enfant a assez souffert de vos mensonges. Il inspira profondément, ses mains tremblant légèrement sur la table. Le silence était devenu oppressant. Même Alexandre avait perdu son sourire confiant. Il y a des choses que vous devez tous savoir, des choses que j'aurais dû révéler depuis longtemps. Marie sentit son cœur battre si fort qu'elle était certaine que tout le monde l'entendait. Quelque chose dans les yeux de son grand-père lui disait que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le silence qui suivit les paroles du grand-père était si dense qu'on aurait pu l'entendre se briser. Marie regardait le vieil homme, son cœur battant la chamade. Dans ses yeux, elle voyait des décennies de secrets enfin prêts à éclater au grand jour. Son père tentait désespérément de reprendre le contrôle. « Papa, s'il vous plaît, nous avons des invités. » Ce n'est vraiment pas le moment pour... Le moment ? Le grand-père eut un rire amer. 28 ans que j'attends le bon moment. 28 ans que je regarde cet enfant souffrir à cause de votre lâcheté. Il se tourna vers Marie, et sa voix se radoucit. Ma chérie, tout ce que tu as vécu, rien de tout cela n'était ta faute. Marie sentit ses jambes trembler. Autour de la table, la famille observait la scène avec un mélange de fascination et de terreur. Sa mère était devenue livide, ses mains crispées sur sa serviette en lin.
Marie n'est pas la fille de ta mère. Les mots tombèrent comme une sentence. Un hoquet de surprise parcourut l'assemblée. Alexandre se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Marie eut l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. Elle est née d'une liaison que ton père a eue il y a 29 ans avec une femme remarquable. Une architecte talentueuse qui s'appelait Céleste. Le grand-père marqua une pause, laissant l'information faire son chemin. Les oncles et tantes échangeaient des regards stupéfaits. Certains commençaient visiblement à comprendre des choses qu'ils avaient toujours trouvées étranges. Quand ta mère a découvert l'affaire, il désigna la femme assise en bout de table, qui semblait s'enfoncer dans sa chaise. Elle était enceinte d'Alexandre. Au lieu de divorcer, elle a exigé que ton père assume Marie comme pénitence pour sa trahison. Marie porta une main à sa bouche, les larmes commençant à brouiller sa vue. Tout prenait soudain un sens atroce. Les regards froids, les comparaisons constantes, cette sensation permanente de ne jamais être à sa place. Céleste est morte dans un accident de voiture quand Marie avait 3 ans. La voix du grand-père se brisa légèrement. Elle tentait de fuir avec sa fille pour échapper à cette situation impossible. La mère de Marie, non, sa belle-mère, explosa soudain. Assez. Vous n'avez pas le droit. Cette bâtarde a détruit ma vie dès sa naissance. Le mot claqua comme une gifle. Marie recula, chancelante. Alexandre avait posé son verre, le visage décomposé. Maman, qu'est-ce que vous dites? Chaque jour, je vois le visage de cette traînée dans ses traits. Chaque jour, elle me rappelle l'humiliation que j'ai endurée. Son père essayait de la faire taire, mais elle était lancée, libérant 28 ans de haine contenue. Tu crois que c'était facile d'élever l'enfant de la maîtresse de mon mari? De faire semblant de l'aimer alors qu'elle représentait tout ce qui avait failli me détruire? Marie sentit ses forces l'abandonner. Elle se raccrocha au dossier d'une chaise, essayant de digérer cette révélation monstrueuse. Elle n'était pas seulement non désirée, elle était haïe depuis sa naissance. Alexandre se leva brusquement, renversant sa chaise. Donc, nous ne sommes même pas frères et sœurs? Le grand-père hocha tristement la tête. Demi-frère et demi-sœur. Vous partagez le même père, mais pas la même mère. L'information frappa Alexandre comme un coup de massue. Lui qui avait toujours eu cette supériorité naturelle découvrait que sa légitimité reposait sur un mensonge de plus. Les invités commençaient à chuchoter entre eux. Certains se levaient discrètement, comprenant qu'il assistait à l'explosion d'un secret familial qu'il n'aurait jamais dû entendre. Marie regardait ces visages qu'elle avait côtoyés toute sa vie avec des yeux nouveaux. Combien savaient? Combien avaient fermé les yeux sur son calvaire quotidien? Je dois partir. Sa voix était à peine un murmure. Elle se dirigea vers la porte d'une démarche chancelante. Derrière elle, la cacophonie des voix s'élevait, accusations, dénégations, questions fusant de toutes parts. Au moment de franchir le seuil, elle entendit la voix brisée de son grand-père. « Marie, tu sais où me trouver quand tu seras prête à connaître le reste de l'histoire. » Le reste de l'histoire? Il y avait encore des secrets? Elle s'enfuit dans la nuit froide, laissant derrière elle les débris de sa vie d'avant. Marie conduisait sans destination précise, les larmes brouillant sa vue. Les lumières de la ville défilaient dans un kaléidoscope flou tandis que les mots de son grand-père résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux. Fille d'un affaire. Bâtarde. Pénitence vivante. Elle finit par se garer sur le parking désert d'un parc qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ses mains tremblaient si fort qu'elle n'arrivait plus à tenir son volant. Tout son corps était secoué de sanglots qu'elle ne pouvait plus contrôler. 28 ans de sa vie venaient de s'écrouler en quelques minutes. Chaque souvenir douloureux prenait maintenant un sens atroce. Les regards froids de sa mère au petit déjeuner. Les oublis accidentels lors des anniversaires. Les compliments réservés exclusivement à Alexandre. Tout était calculé, tout était volontaire. Son téléphone vibra. 10 appels manqués d'Alexandre. 3 messages. Elle n'avait pas la force de les lire. Pas maintenant. Au bout d'1 heure, elle reprit la route. Il n'y avait qu'un seul endroit où elle pouvait aller. La petite maison de son grand-père en périphérie de la ville,
avec son jardin mal entretenu et ses volets verts délavés par le temps. Elle frappa doucement à la porte. Quand il ouvrit, elle vit dans ses yeux qu'il l'attendait. Sans un mot, il l'enlaça de ses bras fragiles, et elle s'effondra contre lui comme une enfant brisée. « Je sais, ma petite fille. Je sais. » Il la guida vers le salon familier, avec ses fauteuils en cuir usé et ses photos jaunies sur les étagères. Elle s'assit en silence, fixant ses mains tremblantes. « Pourquoi maintenant, grand-père? Pourquoi avoir attendu si longtemps ?» Le vieil homme soupira profondément, s'installant face à elle. Son visage portait le poids d'années de regrets. « Parce que j'étais lâche. Parce que j'espérais que les choses s'arrangeraient avec le temps. » Il secoua la tête avec amertume. « J'ai regardé cette femme te détruire petit à petit, et je n'ai rien fait. C'est ma plus grande honte. » Marie essuya ses joues, essayant de retrouver un semblant de contrôle. « Parlez-moi d'elle. De Céleste. De ma vraie mère. » Les yeux du grand-père s'illuminèrent d'une lueur nostalgique. Elle était extraordinaire, Marie. Brillante, passionnée, pleine de vie. Quand elle riait, toute la pièce s'éclairait. Il marqua une pause. « Tu lui ressembles tellement. » Pour la première fois depuis des heures, Marie sentit quelque chose d'autre que de la douleur. Une curiosité mêlée d'espoir. Comment mon père l'a-t-il rencontrée? Elle travaillait sur un projet architectural pour l'entreprise. Un centre culturel innovant. Le grand-père se leva péniblement et se dirigea vers une armoire ancienne. Elle avait des idées révolutionnaires. Ton père en est tombé amoureux instantanément. Il revint avec une boîte en bois qu'il posa délicatement sur la table basse. J'ai gardé tout ce qui restait d'elle. Tes parents voulaient tout jeter, mais j'ai sauvé ce que j'ai pu. Marie fixait la boîte comme si elle contenait un trésor. Ses mains hésitaient à l'ouvrir. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je ne lui ressemble pas du tout? Oh, ma chérie. Le grand-père lui prit doucement les mains. Tu es architecte, comme elle. Tu as sa sensibilité, sa créativité. Même ta façon de pencher la tête quand tu réfléchis. Marie inspira profondément et souleva le couvercle. À l'intérieur, des photos, des lettres soigneusement pliées, des croquis architecturaux, et un petit carnet en cuir rouge. La première photo lui coupa le souffle. Une jeune femme aux cheveux châtains ondulés, avec des yeux verts pétillants d'intelligence et un sourire lumineux. Marie y retrouvait ses propres traits, mais empreints d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Elle voulait t'emmener loin d'ici, murmura le grand-père. Elle avait trouvé du travail à Paris. Le soir de l'accident, elle venait te chercher pour partir avec toi. Marie sentit sa gorge se serrer. Sa mère avait essayé de la sauver. Et elle était morte en tentant de la protéger. Ton père l'a découvert. Il l'a menacée de te reprendre par la force si elle partait. Céleste était terrorisée, mais déterminée. Ses yeux se voilèrent. Elle roulait trop vite sous la pluie. La voiture a dérapé. Le silence retomba, chargé d'émotion. Marie caressait délicatement la photo, essayant d'imaginer la vie qu'elle aurait pu avoir. Il y a autre chose que tu dois savoir, reprit doucement le grand-père. Céleste t'a laissé un héritage. Un compte épargne qu'elle avait ouvert pour tes études. J'en suis le gardien légal jusqu'à tes 30 ans. Marie leva les yeux, surprise. Combien? Suffisamment pour que tu puisses recommencer ta vie où tu veux, comme tu veux. Pour la première fois depuis cette soirée cauchemardesque, Marie sentit une lueur d'espoir percer les ténèbres de sa douleur. Marie resta 3 jours chez son grand-père, plongée dans l'univers de Céleste. Elle avait étalé tous les documents sur la table du salon, créant une mosaïque de souvenirs d'une mère qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Le carnet en cuir rouge révélait une femme passionnée par son métier. Les croquis étaient d'une précision remarquable, accompagnés de notes détaillées sur l'impact social de l'architecture. Un bâtiment doit raconter une histoire et servir ceux qui l'habitent, avait écrit Céleste en marge d'un projet de logements sociaux. Marie découvrait avec émerveillement qu'elle avait hérité bien plus que les traits de sa mère. Leur vision architecturale se rejoignait parfaitement. Toutes deux privilégiaient l'humain au décoratif, la fonctionnalité à l'ostentation.
Tu vois cette esquisse? Son grand-père désignait un croquis particulièrement élaboré. C'était son rêve. Un quartier entier conçu pour favoriser les liens communautaires. Des espaces partagés, des jardins collectifs, des lieux de rencontre naturels. Marie caressa délicatement le papier jauni. Elle reconnaissait cette approche, cette même intuition qui la poussait toujours à concevoir des espaces chaleureux plutôt que de simples structures. Elle n'a jamais pu le réaliser? Ton père a bloqué le projet après sa mort. Trop révolutionnaire pour l'époque, disait-il. Marie sentit une flamme s'allumer en elle. Une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le 4e matin, elle prit une décision. Elle appela son patron pour démissionner, ignorant ses protestations et ses tentatives de négociation. Puis elle se rendit à la banque avec son grand-père pour accéder à l'héritage de Céleste. Le montant la surprit. Sa mère avait économisé pendant des années, et les intérêts avaient fait fructifier la somme. Assez pour ouvrir sa propre agence et tenir plusieurs mois sans clients. Elle voulait que tu sois libre de choisir ta voie, expliqua le grand-père en sortant de la banque. Marie serra l'autorisation de virement contre son cœur. Pour la première fois de sa vie, elle ne dépendait de personne. Cette sensation de liberté était enivrante et terrifiante à la fois. Elle passa les semaines suivantes à chercher un local. Pas dans le quartier chic où travaillait l'entreprise familiale, mais dans un arrondissement populaire en pleine rénovation. Elle voulait être au cœur des vrais besoins, là où l'architecture pouvait vraiment changer des vies. Le local qu'elle trouva était parfait. Une ancienne librairie avec de grandes fenêtres et des murs de briques apparentes. En le visitant, elle imagina déjà l'aménagement, un espace ouvert favorisant la créativité, des maquettes d'exposition pour montrer ses projets aux clients. C'est en sortant de sa 3e visite que le destin lui fit rencontrer Thomas. Il se tenait devant le bâtiment voisin, observant avec attention un groupe d'ouvriers qui installaient une enseigne. Centre de médiation familiale, Thomas Moreau, psychologue, put-elle lire. L'homme était grand, avec des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux noisettes empreints d'une douceur naturelle. Il portait un jean délavé et un pull en laine qui lui donnait un air accessible, loin de l'image guindée des hommes qu'elle côtoyait habituellement. Leurs regards se croisèrent quand elle sortit de la librairie, les clés à la main. « Nouvelle voisine ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Peut-être. Et vous, nouveau propriétaire ?» Depuis hier officiellement. Il désigna l'enseigne. « Thomas. Je vais aider les familles en difficulté à se reconstruire. » Quelque chose dans sa voix, une sincérité tranquille, toucha immédiatement Marie. Marie. Architecte. Je vais concevoir des espaces pour que les gens se sentent chez eux. Des projets sociaux? Entre autres. Ils restèrent quelques instants à discuter de leurs visions respectives. Thomas parlait de réinsertion sociale et de guérison des traumatismes familiaux avec une passion qui rappelait à Marie les notes de sa mère. Lui aussi voulait réparer ce qui était cassé. « Vous savez, dit-il avant qu'elle ne reparte, j'ai quelques contacts dans l'associatif. Des projets de logement d'urgence, de centres d'accueil. Ils cherchent toujours des architectes sensibles aux enjeux humains. » Marie sentit son cœur s'emballer. Des projets concrets, utiles, qui donneraient un sens à son travail. Ça m'intéresse énormément. Parfait. On pourrait en discuter autour d'un café? Il y a un petit bistrot au coin qui fait d'excellents croissants. En acceptant cette invitation, Marie ignorait qu'elle venait de rencontrer l'homme qui l'aiderait non seulement à reconstruire sa carrière, mais aussi à guérir son cœur brisé. 2 mois plus tard, l'agence de Marie avait pris forme. Les murs de briques apparentes étaient décorés de ses premiers croquis, et une grande table en bois massif trônait au centre de l'espace, couverte de plans et de maquettes. Elle avait baptisé son entreprise « Espaces humains », en hommage à la philosophie de Céleste. Thomas était devenu bien plus qu'un simple voisin. Leurs cafés matinaux au bistrot du coin étaient devenus un rituel, et leurs discussions professionnelles se transformaient naturellement en échanges plus personnels. Il avait cette capacité rare d'écouter vraiment, sans juger, analysant les émotions avec la précision d'un scientifique mais la chaleur d'un ami. Ce matin-là, il frappa à sa porte avec un sourire inhabituel. « J'ai quelque chose pour toi. » Il brandissait un dossier épais. «
Tu te souviens de l'association dont je t'ai parlé? Ils viennent d'obtenir un financement pour un projet de logement d'urgence. 15 appartements pour femmes seules avec enfants. Marie sentit son cœur s'emballer. Exactement le type de projet dont elle rêvait. Ils cherchent un architecte qui comprenne les enjeux humains. J'ai parlé de toi à la directrice. Elle parcourut rapidement le cahier des charges. Budget serré, délai court, mais l'objectif était magnifique, créer des espaces qui redonneraient dignité et espoir à des femmes en détresse. Thomas, c'est parfait. Mais pourquoi cette confiance en moi? Nous nous connaissons à peine. Il la regarda avec une intensité nouvelle. Parce que j'ai vu tes dessins. Parce que j'entends ta passion quand tu parles d'architecture sociale. Et parce que... Il marqua une pause. Parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi authentique que toi. Leurs yeux se croisèrent, et Marie sentit quelque chose basculer entre eux. Une connexion qui dépassait largement le simple professionnalisme. Les semaines suivantes furent intenses. Marie se plongea corps et âme dans le projet, concevant des appartements optimisés où chaque mètre carré comptait. Elle créa des espaces de rangement ingénieux, des coins études pour les enfants, des cuisines ouvertes favorisant les échanges. Thomas l'accompagnait souvent sur le terrain, apportant son expertise sur les besoins psychologiques des résidentes. Leur collaboration était fluide, instinctive. Là où Marie voyait l'espace, Thomas comprenait l'âme. Ensemble, ils réinventaient l'habitat social. Un soir, alors qu'ils finalisaient les derniers plans, Thomas posa sa main sur la sienne. « Marie, il faut que je te dise quelque chose. » Elle leva les yeux, surprise par la gravité de son ton. « J'ai appris ce qui s'est passé avec ta famille. Par des connaissances communes. » Il serra doucement ses doigts. « Je voulais que tu saches que ton passé ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Marie sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait parlé à personne de la révélation du dîner familial. « Tu sais tout? L'affaire, le rejet, la cruauté. » « Oui. » Sa voix était emplie de tendresse. « Et ça me rend encore plus admiratif de la femme que tu es devenue. » Pour la première fois depuis des mois, Marie se permit de baisser sa garde. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps coulèrent librement. « J'ai l'impression d'être brisée, Thomas. Comment peux-tu voir quelque chose de bien en moi? » Il se leva et s'agenouilla devant sa chaise, prenant son visage entre ses mains. « Tu n'es pas brisée, Marie. Tu es en reconstruction. Et c'est la plus belle chose au monde. » Leurs lèvres se joignèrent dans un baiser doux et patient, chargé de toutes les émotions contenues. Marie découvrait pour la première fois ce qu'était l'amour véritable, une acceptation totale, sans condition ni jugement. Mais ce bonheur ne s'en échappa pas au regard malveillant. 3 jours plus tard, Marie reçut un appel de la directrice de l'association. Sa voix était embarrassée, presque honteuse. « Marie, je suis désolée, mais nous devons reconsidérer votre candidature pour le projet. » « Que voulez-vous dire? » « Les plans sont prêts, le budget respecté. Nous avons reçu des informations préoccupantes sur votre situation familiale. Des questions sur votre stabilité émotionnelle. » Marie sentit le sang se glacer dans ses veines. « Qui vous a contacté? » « Je ne peux pas révéler nos sources, mais ces personnes semblaient bien vous connaître. Elles s'inquiètent pour vous. » Marie raccrocha, les mains tremblantes. Thomas, qui avait assisté à la conversation, serra les poings. « Ils n'ont pas le droit. C'est de la diffamation pure et simple. »« Ils ont tous les droits, » murmura Marie, la réalité la frappant de plein fouet. « Ils ont le pouvoir, les connexions, l'argent. Moi, je n'ai rien. » Mais en regardant autour d'elle son petit bureau, ses projets, et surtout Thomas qui la soutenait sans condition, elle réalisa qu'elle se trompait. Elle avait quelque chose qu'il n'aurait jamais, une cause juste et l'amour véritable. Les attaques s'intensifièrent dans les semaines qui suivirent. Marie découvrait l'étendue du réseau d'influence de sa famille avec une amertume croissante. Chaque prospect prometteur se volatilisait après quelques jours, chaque collaboration semblait tourner court sans explication claire. Thomas l'accompagnait dans cette épreuve avec une patience infinie. Il avait temporairement suspendu l'ouverture de son cabinet pour l'aider à démarcher de nouveaux clients, mais même ses recommandations étaient maintenant accueillies avec méfiance.
Ils sont efficaces, admit-il un soir, en parcourant la liste des refus essuyés dans la journée. Mais ils ne peuvent pas corrompre tout le monde. Marie fixait par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part dans cette jungle urbaine, sa famille orchestrait méthodiquement sa destruction professionnelle. Tu ne comprends pas, Thomas. Mon père connaît tous les promoteurs importants de la région. Ma mère préside le comité des œuvres sociales du quartier chic. Alexandre fait partie du club des jeunes entrepreneurs. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère contenue. Ils n'ont même pas besoin de mentir. Il leur suffit d'exprimer leur inquiétude sur ma stabilité mentale. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Alexandre avait accepté de jouer un rôle particulièrement pervers dans cette campagne. Il appelait personnellement les contacts de Marie, adoptant un ton faussement concerné. « Écoutez, je vous dis ça entre nous, mais ma sœur traverse une période très difficile. Elle a des tendances imprévisibles. Je ne voudrais pas que votre projet en pâtisse. » L'efficacité était redoutable. Qui douterait de la sincérité d'un frère inquiet? Marie ne découvrit l'ampleur de la manipulation que par hasard. En sortant d'un rendez-vous particulièrement humiliant où un client avait annulé sa commande à la dernière minute, elle croisa Julien, un ancien collègue de son précédent emploi. « Marie, comment vas-tu » Son sourire se figea rapidement. « J'ai appris enfin, tu sais. Ton frère m'a appelé la semaine dernière. » Alexandre t'a appelé? Julien sembla réaliser qu'il venait de commettre une indiscrétion. Il s'inquiétait pour toi. Il m'a dit que tu traversais une phase difficile, que tu avais eu des épisodes. Marie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alexandre ne se contentait pas de soutenir leurs parents. Il menait activement la charge contre elle. Quels épisodes, Julien? Eh bien, des crises de colère, des comportements erratiques. Il m'a dit que tu accusais tes parents de choses terribles, que tu inventais des histoires sur ton passé. La nausée monta en elle. Ils avaient retourné la situation, faisant d'elle la menteuse et d'eux les victimes inquiètes. Ce soir-là, Thomas la retrouva effondrée sur le canapé de son bureau, entourée de dossiers qu'elle n'arrivait plus à traiter. « Ils gagnent, murmura-t-elle sans lever les yeux. Ils sont en train de détruire tout ce que j'essaie de construire. » Thomas s'agenouilla devant elle, soulevant délicatement son menton pour croiser son regard. « Alors on change de stratégie. » « Comment ça? Tu essaies de jouer selon leurs règles, sur leur terrain. Mais tu oublies quelque chose d'essentiel. » Il désigna les plans étalés autour d'eux. « Ton talent est réel. Ton travail parle de lui-même. » Il se leva et commença à arpenter la pièce. « On va contourner leur réseau traditionnel. S'adresser directement aux associations, aux coopératives d'habitants, aux collectifs citoyens. Des gens qui se moquent de l'opinion de ta famille. » Marie sentit une lueur d'espoir renaître. « Tu penses vraiment que ça peut marcher? » « Je ne le pense pas, j'en suis certain. » Il lui tendit la main. « Parce que ce que tu proposes répond à un vrai besoin. » Et la vérité finit toujours par triompher. 3 jours plus tard, leur persévérance paya. Un collectif de mères célibataires cherchait un architecte pour transformer un ancien entrepôt en habitat participatif. Le budget était modeste, mais le projet correspondait exactement à la vision de Marie. La rencontre se déroula dans un café populaire, loin des bureaux feutrés qu'elle avait l'habitude de fréquenter. Les femmes présentes étaient directes, pragmatiques, et surtout, indifférentes au ragot du gratin local. « Nous avons vu vos croquis, » dit Clara, la porte-parole du groupe. « C'est exactement ce que nous recherchons. Des espaces qui créent du lien social. » Marie présenta son projet avec une passion renouvelée. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait écoutée et comprise. « Quand pouvez-vous commencer ?» demanda Clara à la fin de la présentation. « Immédiatement. » En sortant du café, Marie réalisa que ses parents venaient de commettre une erreur stratégique. En la poussant vers les marges, il l'avait mise en contact avec sa vraie clientèle, des gens qui, comme elle, connaissaient la lutte et aspiraient à quelque chose de meilleur. La guerre était loin d'être finie, mais Marie venait de remporter sa première victoire. Marie leva les yeux de ses plans et sentit son sang se glacer.
Alexandre se tenait devant la porte vitrée de son agence, les traits tirés, l'air vulnérable qu'elle ne lui avait jamais connu. Instinctivement, elle se raidit, tous ses mécanismes de défense en alerte. Thomas posa une main rassurante sur son épaule. « Tu veux que je reste ?» Marie hocha la tête. Elle n'était pas prête à affronter Alexandre seule. Pas après tout ce qu'il lui avait fait subir ces derniers mois. Quand elle ouvrit la porte, elle fut frappée par le changement physique de son demi-frère. Il avait maigri, des cernes sombres marquaient ses yeux, et ses mains tremblaient légèrement. « Marie, il faut que je te parle. S'il te plaît. » Sa voix était différente. Plus douce, dépourvue de cette arrogance naturelle qui la caractérisait depuis toujours. « Après ce que tu m'as fait ? Après tous tes mensonges ? » La colère montait en elle, des mois de humiliation remontant à la surface. « Tu as essayé de détruire ma carrière, Alexandre. Tu as menti sur mon compte à tout le monde. » Alexandre baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je sais. Et je suis venu pour ça. Pour m'excuser et pour tout expliquer. » Thomas observait la scène en silence, analysant les micro-expressions des deux protagonistes avec son œil de psychologue. Il voyait la sincérité dans l'attitude d'Alexandre, mais aussi la méfiance légitime de Marie. « Marie, dit-il doucement, je pense que tu devrais l'écouter. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Tu plaisantes ? Après tout ce qu'il m'a fait ? Parfois, les gens changent quand ils touchent le fond. Et j'ai l'impression que c'est le cas de ton frère. » Alexandre releva la tête, reconnaissant dans le regard de Thomas une compréhension qu'il n'espérait plus. « Il a raison. J'ai touché le fond. Crise d'angoisse, burn-out, thérapie. » Il marqua une pause. « J'ai découvert des choses que j'aurais préféré ne jamais savoir. » Marie croisa les bras, toujours sur la défensive. « Comme quoi ? » Comme le fait que nous avons tous les deux été des victimes de nos parents. Toi, ils t'ont rejeté. Moi, ils m'ont transformé en instrument de leur cruauté. Les mots sortirent avec difficulté, chargés d'une douleur authentique. Alexandre raconta ses séances de thérapie, sa prise de conscience progressive, sa visite chez leur grand-père. Il parla de la pression constante, de l'obligation d'être parfait, de ce rôle de « fils idéal » qu'il avait endossé sans comprendre qu'il servait à écraser Marie. « J'ai passé ma vie à jouer un personnage. Le fils dont ils étaient fiers, le frère supérieur, l'héritier légitime. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais tout ça, c'était pour te faire du mal. J'étais leur arme contre toi, et je ne m'en rendais même pas compte. » Marie sentit sa colère vaciller. Elle avait rêvé de ce moment, où Alexandre reconnaîtrait enfin ses torts. Mais maintenant qu'il se tenait devant elle, brisé et repentant, elle ne savait plus quoi ressentir. « Tu crois que des excuses suffisent ? Tu crois que ça efface 28 ans de souffrance ? » « Non, répondit-il immédiatement. Rien ne peut effacer ça. Mais je veux essayer de réparer. Je veux t'aider à te battre contre eux. » Cette dernière phrase la surprit. « M'aider comment ? » Alexandre sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai des documents. Des preuves de tout ce qu'ils ont fait. Les appels passés pour te nuire, les pressions exercées sur tes clients, même des enregistrements de conversations où ils planifient ta destruction. » Marie et Thomas échangèrent un regard. Cette révélation changeait tout. « Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu y gagnes ? » « Ma liberté, répondit Alexandre sans hésiter. Et peut-être la chance de connaître enfin ma vraie sœur. » Le silence s'installa. Marie tourna le dos et se dirigea vers la fenêtre, essayant de digérer cette proposition inattendue. Dans le reflet de la vitre, elle voyait Alexandre attendre sa réponse, Thomas l'observait avec bienveillance. Toute sa vie, elle avait rêvé d'avoir un frère qui la protège au lieu de la détruire. Mais pouvait-elle faire confiance à celui qui avait participé à son calvaire pendant tant d'années ? Thomas s'approcha d'elle. « Tu sais ce que je pense ? Que vous avez tous les deux été manipulés depuis l'enfance. Lui pour être l'instrument de votre destruction, toi pour être la victime expiatoire. Vos parents ont réussi à vous dresser l'un contre l'autre pour mieux vous contrôler. » Marie se retourna vers Alexandre. Pour la première fois,
Elle ne voyait plus l'ennemi de toujours, mais un homme brisé qui essayait de se reconstruire. Si je te fais confiance, si nous nous allions contre eux, tu réalises ce que ça implique? Tu perdras tout. L'entreprise, l'héritage, leur amour. Alexandre eut un sourire triste. Leur amour? Marie, ce qu'ils appellent amour, c'est juste de la manipulation. Je l'ai compris en thérapie. Ils ne m'ont jamais aimé pour ce que j'étais, mais pour ce que je représentais, leur revanche sur toi. Il s'approcha d'elle, ses yeux brillants de détermination. Je préfère perdre une fortune en sang et gagner une sœur. Pour la première fois depuis des années, Marie sentit son cœur s'ouvrir à Alexandre. Peut-être était-il temps de transformer deux victimes en alliés. D'accord, dit-elle enfin. Montrons-leur ce que deux ratés peuvent accomplir ensemble. Marie leva les yeux de ses plans et sentit son sang se glacer. Alexandre se tenait devant la porte vitrée de son agence, les traits tirés, l'air vulnérable qu'elle ne lui avait jamais connu. Instinctivement, elle se raidit, tous ses mécanismes de défense en alerte. Thomas posa une main rassurante sur son épaule. « Tu veux que je reste ?» Marie hocha la tête. Elle n'était pas prête à affronter Alexandre seule. Pas après tout ce qu'il lui avait fait subir ces derniers mois. Quand elle ouvrit la porte, elle fut frappée par le changement physique de son demi-frère. Il avait maigri, des cernes sombres marquaient ses yeux, et ses mains tremblaient légèrement. « Marie, il faut que je te parle. S'il te plaît. » Sa voix était différente. Plus douce, dépourvue de cette arrogance naturelle qui la caractérisait depuis toujours. « Après ce que tu m'as fait ? Après tous tes mensonges ? » La colère montait en elle, des mois de humiliation remontant à la surface. « Tu as essayé de détruire ma carrière, Alexandre. Tu as menti sur mon compte à tout le monde. » Alexandre baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je sais. Et je suis venu pour ça. Pour m'excuser et pour tout expliquer. » Thomas observait la scène en silence, analysant les micro-expressions des deux protagonistes avec son œil de psychologue. Il voyait la sincérité dans l'attitude d'Alexandre, mais aussi la méfiance légitime de Marie. « Marie, dit-il doucement, je pense que tu devrais l'écouter. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Tu plaisantes ? Après tout ce qu'il m'a fait ? Parfois, les gens changent quand ils touchent le fond. Et j'ai l'impression que c'est le cas de ton frère. » Alexandre releva la tête, reconnaissant dans le regard de Thomas une compréhension qu'il n'espérait plus. Il a raison. J'ai touché le fond. Crise d'angoisse, burn-out, thérapie. Il marqua une pause. J'ai découvert des choses que j'aurais préféré ne jamais savoir. Marie croisa les bras, toujours sur la défensive. Comme quoi ? Comme le fait que nous avons tous les deux été des victimes de nos parents. Toi, ils t'ont rejeté. Moi, ils m'ont transformé en instrument de leur cruauté. Les mots sortirent avec difficulté, chargés d'une douleur authentique. Alexandre raconta ses séances de thérapie, sa prise de conscience progressive, sa visite chez leur grand-père. Il parla de la pression constante, de l'obligation d'être parfait, de ce rôle de « fils idéal » qu'il avait endossé sans comprendre qu'il servait à écraser Marie. « J'ai passé ma vie à jouer un personnage. Le fils dont ils étaient fiers, le frère supérieur, l'héritier légitime. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais tout ça, c'était pour te faire du mal. J'étais leur arme contre toi, et je ne m'en rendais même pas compte. » Marie sentit sa colère vaciller. Elle avait rêvé de ce moment, où Alexandre reconnaîtrait enfin ses torts. Mais maintenant qu'il se tenait devant elle, brisé et repentant, elle ne savait plus quoi ressentir. « Tu crois que des excuses suffisent ? Tu crois que ça efface 28 ans de souffrance ? » « Non, répondit-il immédiatement. Rien ne peut effacer ça. Mais je veux essayer de réparer. Je veux t'aider à te battre contre eux. » Cette dernière phrase la surprit. « M'aider comment ? » Alexandre sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai des documents. Des preuves de tout ce qu'ils ont fait. Les appels passés pour te nuire, les pressions exercées sur tes clients, même des enregistrements de conversations où ils planifient ta destruction. » Marie et Thomas échangèrent un regard.
Cette révélation changeait tout. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Ma liberté, répondit Alexandre sans hésiter. Et peut-être la chance de connaître enfin ma vraie sœur. Le silence s'installa. Marie tourna le dos et se dirigea vers la fenêtre, essayant de digérer cette proposition inattendue. Dans le reflet de la vitre, elle voyait Alexandre attendre sa réponse, Thomas l'observait avec bienveillance. Toute sa vie, elle avait rêvé d'avoir un frère qui la protège au lieu de la détruire. Mais pouvait-elle faire confiance à celui qui avait participé à son calvaire pendant tant d'années? Thomas s'approcha d'elle. « Tu sais ce que je pense? Que vous avez tous les deux été manipulés depuis l'enfance. Lui pour être l'instrument de votre destruction, toi pour être la victime expiatoire. Vos parents ont réussi à vous dresser l'un contre l'autre pour mieux vous contrôler. » Marie se retourna vers Alexandre. Pour la première fois, elle ne voyait plus l'ennemi de toujours, mais un homme brisé qui essayait de se reconstruire. « Si je te fais confiance, si nous nous allions contre eux, tu réalises ce que ça implique? Tu perdras tout. L'entreprise, l'héritage, leur amour. » Alexandre eut un sourire triste. « Leur amour? Marie, ce qu'ils appellent amour, c'est juste de la manipulation. Je l'ai compris en thérapie. Ils ne m'ont jamais aimé pour ce que j'étais, mais pour ce que je représentais, leur revanche sur toi. » Il s'approcha d'elle, ses yeux brillants de détermination. « Je préfère perdre une fortune en sang et gagner une sœur. » Pour la première fois depuis des années, Marie sentit son cœur s'ouvrir à Alexandre. Peut-être était-il temps de transformer deux victimes en alliés. « D'accord, dit-elle enfin. Montrons-leur ce que deux ratés peuvent accomplir ensemble. » La confrontation finale fut organisée avec soin. Marie, Alexandre et Thomas passèrent une semaine à préparer leur dossier, rassemblant les preuves accumulées par Alexandre, enregistrements, emails, témoignages de personnes contactées pour nuire à Marie. L'ampleur de la manipulation était stupéfiante. Le grand-père proposa sa maison pour cette rencontre. C'est ici que tout a commencé avec la révélation de la vérité. C'est ici que tout doit se terminer, déclara-t-il avec la sagesse de ses 80 ans. Un dimanche matin, Marie et Alexandre arrivèrent ensemble. Voir leurs parents dans le salon familier fit remonter une vague d'émotions contradictoires. Leur mère, toujours impeccablement coiffée, leur lança un regard glacial. Leur père, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la révélation du dîner familial. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-il en voyant ses deux enfants côte à côte. « Alexandre, j'espère que tu n'es pas tombé dans les manipulations de cette... » « Stop. » Alexandre leva la main, sa voix ferme et assurée. « Ça suffit maintenant. » Il posa l'enveloppe de documents sur la table basse. Le simple geste fit pâlir leurs parents. « Nous savons tout. Absolument tout. » Marie prit la parole, sa voix tremblant légèrement d'émotion contenue. 28 ans de mensonges, d'humiliation, de manipulation. Vous avez transformé ma vie en enfer pour expier la culpabilité de votre affaire. Leur mère se redressa, retrouvant son arrogance habituelle. Tu n'es qu'une bâtarde ingrate. Nous t'avons élevé, nourri, logé. Tu nous dois tout. Je ne vous dois rien, répliqua Marie avec une force nouvelle. Vous m'avez utilisé comme punition pour vos propres erreurs. Vous avez fait de moi votre souffre-douleur. Alexandre sortit un petit enregistreur de sa poche. Vous voulez entendre vos propres mots? Il faut absolument empêcher cette petite peste de réussir. Elle ne mérite pas mieux que ce qu'elle a eu. C'est vous, maman, au téléphone avec Madame Dubois de l'association caritative. Le visage de leur mère se décomposa. Elle n'avait jamais imaginé être enregistrée. Leur père tenta de reprendre le contrôle. Alexandre réfléchit. Tu vas détruire l'entreprise familiale, notre réputation, ton avenir. Pourquoi? Pour cette? Pour ma sœur, l'interrompit Alexandre fermement. Et pour retrouver mon intégrité. Il se tourna vers ses parents, le regard déterminé. J'ai passé ma vie à être votre fils parfait, votre instrument contre Marie. Mais c'est fini. Je démissionne de l'entreprise. Je renonce à l'héritage. Je choisis la vérité.
Le silence qui suivit était assourdissant. Leurs parents réalisaient qu'ils venaient de perdre leur emprise sur leurs 2 enfants. Marie sortit alors son téléphone. Nous avons créé un blog. Avec tous les documents, tous les témoignages, toute l'histoire de Céleste et de votre acharnement contre elle et moi. Elle leur montra l'écran. Le titre était simple, La vérité sur la famille Laurent. En quelques heures, l'article avait déjà été partagé des centaines de fois. Vous avez détruit ma réputation avec vos mensonges. Maintenant, c'est la vérité qui va circuler. Leur père bondit de son fauteuil. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de la diffamation. Non, intervint Thomas, qui était resté silencieux jusque-là. C'est de la vérité documentée. Et en tant que psychologue, je peux témoigner des traumatismes subis par Marie. Le grand-père, qui avait assisté à la scène en silence, se leva lentement. Mes enfants, dit-il en s'adressant aux parents, vous avez semé la haine et la manipulation. Aujourd'hui, vous récoltez l'isolement et la honte. Dans les jours qui suivirent, l'histoire fit le tour de leur cercle social. Les réactions furent divisées, certains prirent la défense de Marie et Alexandre, choqués par les révélations. D'autres, par intérêt ou habitude, continuèrent à soutenir les parents. Mais l'effet sur l'entreprise fut immédiat. Plusieurs clients annulèrent leur contrat, ne voulant pas être associés au scandale. Les partenaires commerciaux prirent leur distance. L'empire familial commença à s'effriter. Alexandre racheta l'entreprise à prix symbolique, promettant de la transformer selon des valeurs éthiques. Il proposa à Marie de s'associer avec lui pour développer la branche architecture sociale. Nous pourrions honorer la mémoire de Céleste en réalisant ses rêves, lui dit-il. Leur mère, face à l'isolement social grandissant, tenta une dernière manœuvre. Elle appela Marie, la voix brisée. Ma chérie, nous pouvons arranger les choses. Oubliez tout ça et recommencer. Marie la regarda droit dans les yeux. Il n'y a rien à arranger. Vous avez eu 28 ans pour m'aimer. Vous avez choisi la haine. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une sérénité nouvelle. Mais je vous pardonne. Pas pour vous, mais pour moi. Pour être enfin libre de votre poison. En sortant de cette dernière confrontation, Marie sentit un poids immense se détacher de ses épaules. La guerre était finie. La vérité avait triomphé. Et pour la première fois de sa vie, elle avait une vraie famille, Alexandre réconcilié, Thomas qui l'aimait inconditionnellement, et son grand-père qui avait toujours cru en elle. L'histoire de la famille Laurent était terminée. L'histoire de Marie et de sa nouvelle vie commençait. 2 ans plus tard, un samedi matin de printemps baignait le petit jardin de la maison que Marie et Thomas venaient d'acheter. C'était une demeure modeste aux volets bleus, avec une véranda où poussaient des rosiers grimpants. Rien à voir avec le luxe ostentatoire de la maison familiale, mais chaque coin respirait l'amour et l'authenticité. Marie se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa robe de mariée toute simple. Pas de dentelle extravagante ni de traîne interminable, juste une robe fluide en soie écrue qui épousait parfaitement ses formes arrondies par la grossesse. À 6 mois enceinte, elle rayonnait d'un bonheur serein. Un coup léger frappa à la porte. « Entre, grand-père !» Le vieil homme apparut, élégant dans son costume sombre, tenant un petit écrin dans ses mains tremblantes. « Tu es magnifique, ma chérie. » Ses yeux s'embuèrent légèrement. Céleste aurait été si fière de toi. Il ouvrit l'écrin, révélant une délicate chaîne en or ornée d'une petite étoile. C'était le collier de ta mère. Je l'ai gardé pour ce jour. Marie sentit sa gorge se serrer d'émotion. Quand son grand-père attacha le bijou autour de son cou, elle eut l'impression que Céleste était là, bénissant ce nouveau départ. Dehors, une trentaine d'invités s'installaient dans le jardin. Pas de foule mondaine ni de relations d'affaires, juste des gens qui aimaient vraiment Marie et Thomas. Les femmes du collectif d'habitat participatif, maintenant ses amis les plus chers. Des collègues psychologues de Thomas. Quelques anciens clients devenus proches. Alexandre arrivait justement, accompagné de Sophie, la jeune femme qu'il fréquentait depuis 1 an. Institutrice dans le quartier populaire où il avait relocalisé l'entreprise familiale, elle l'avait aidé à découvrir une vie simple et authentique. Il avait troqué ses costumes sur mesure contre des jeans et des pulls en laine, et son sourire était devenu naturel.
Comment va ma future nièce? Demanda-t-il en embrassant Marie. Elle posa une main sur son ventre arrondi. Elle donne des coups de pied dès qu'elle entend ta voix. Je crois qu'elle a hâte de connaître son oncle. Alexandre et Marie avaient décidé d'appeler leur fille Céleste, en hommage à la mère que Marie n'avait jamais vraiment connue. Cette petite fille grandirait dans l'amour inconditionnel, entourée d'une famille choisie plutôt qu'imposée. L'entreprise familiale, rebaptisée « Constructions éthiques », prospérait sous la direction d'Alexandre. Il avait licencié tous les collaborateurs corrompus et embauché de jeunes architectes passionnés par l'habitat social. Marie était devenue associée, apportant son expertise en architecture humaine. Ensemble, ils réalisaient enfin les rêves de Céleste, des quartiers pensés pour le vivre ensemble, des logements dignes pour tous. Thomas apparut sur le seuil de la maison, magnifique dans son costume gris anthracite. Son regard se posa sur Marie et s'illumina de cet amour pur qu'elle n'avait jamais espéré connaître. Il s'approcha d'elle et lui prit doucement la main. « Prête à devenir Madame Moreau ?»« Prête à devenir nous » répondit-elle en souriant. La cérémonie fut célébrée par le maire du quartier, un homme simple qui connaissait leur histoire et leur engagement social. Quand ils échangèrent leurs vœux, Marie et Thomas parlèrent non seulement de leur amour, mais de leur mission commune, guérir les blessures, construire de l'espoir, créer de la beauté dans un monde parfois cruel. Fondation Céleste avait été créée 6 mois plus tôt. Cette association aidait les mères célibataires à se reconstruire, leur offrant un accompagnement psychologique et des logements transitoires conçus par Marie. L'idée était venue naturellement, honorer la mémoire de Céleste en aidant d'autres femmes dans la même situation qu'elle avait vécue. Pendant la réception, le grand-père se leva pour porter un toast. Sa voix, bien que tremblante, porta dans tout le jardin. Il y a 3 ans, notre famille était brisée par le mensonge et la cruauté. Aujourd'hui, je vois Marie épanouie, Alexandre réconcilié avec lui-même, et un bébé qui arrive dans l'amour. Il leva son verre. Parfois, il faut perdre une famille toxique pour en construire une vraie. Les applaudissements résonnèrent, chargés d'émotion. Plus tard dans la soirée, Marie s'éclipsa quelques minutes. Elle se rendit au petit coin du jardin où Thomas avait planté un rosier blanc en mémoire de Céleste. S'agenouillant avec précaution à cause de sa grossesse, elle posa une main sur la terre. « Maman, murmura-t-elle, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé l'amour. Et bientôt, ta petite fille va naître dans une famille qui l'aimera inconditionnellement. » Une brise douce agita les feuilles du rosier, comme une caresse bienveillante. Quand Thomas la rejoignit, il la trouva souriante, les yeux levés vers les étoiles. « Tout va bien ? » « Tout va parfaitement bien, » répondit-elle en se laissant aller contre lui. « Pour la première fois de ma vie, je suis exactement où je dois être. » Au loin, dans leur ancienne maison, ses parents biologiques vivaient isolés, prisonniers de leur amertume. Mais Marie ne pensait plus à eux. Elle avait appris que la vraie famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour, le respect et la bienveillance. En rentrant chez eux ce soir-là, Marie et Thomas trouvèrent un petit paquet sur leur seuil. Un cadeau d'Alexandre, le carnet rouge de Céleste, restauré et relié, avec cette dédicace, pour que les rêves de notre mère continuent à vivre. Marie serra le carnet contre son cœur, puis posa une main sur son ventre où sa fille grandissait paisiblement. La boucle était bouclée. L'amour avait triomphé de la haine, la vérité avait vaincu le mensonge, et une nouvelle génération allait naître libre des chaînes du passé. L'histoire de Marie Laurent était terminée. L'histoire de Marie Moreau, épouse aimée, mère comblée et architecte de l'espoir, venait de commencer.